Bonjour et bienvenue à TV Témis. On se trouve aujourd'hui en compagnie de Sébastien Lemire, député de la Chambre des communes pour la circonscription de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci d'être revenu. Et merci de m'accueillir. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Super. Je t'ai invité pour continuer une conversation qu'on avait débutée il y a quelques semaines. Et on va revenir sur certains points qu'on avait commencé à discuter. Je fais un sourire parce qu'effectivement, ça avait été une longue conversation. Oui. Puis merci à l'équipe technique parce qu'on a dépassé le cadre un peu. Puis on se permet de revenir. Nous, on aime ça, justement, discuter et élaborer les points. On va commencer par parler de votre budget qui a été établi par toi et ton équipe récemment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le budget, notamment parce que c'était budget au Canada. Et dans le contexte, on avait des revendications qui étaient très fortes. C'est-à-dire, d'abord, puis on avait parlé un peu la dernière fois, de la question des transferts en santé. Et ça, c'est absolument important. Je revoyais cette semaine dans la région au Témiscamingue, l'obstétrique qui est encore fermée au Témiscamingue pendant quelques jours, l'absence de service. Et pour moi, c'est une conséquence directe du fait que le fédéral se garde depuis des décennies de l'argent qui devrait être transféré au Québec. Oui. On paye actuellement, le fédéral paye 22 % des frais de santé. Avant, c'était 50 % pour chaque dollar dépensé en santé, 50 cents venait du fédéral. Et là, il y a un consensus du Québec, de l'ensemble des provinces et des territoires, pour ramener ce montant-là au moins à 35 %. Le fédéral n'a rien mis là-dedans dans son budget. Donc, c'est une déception énorme. C'est un budget qui a été déposé jeudi dernier, qui est mauvais pour le Québec, sincèrement. Et évidemment, vous ne serez pas surpris que je vais voter contre ce budget-là, parce que cette première demande-là, qui est essentielle et qui a un impact chez nous, si on pouvait ajouter 6 milliards par année de budget prévisible au Québec, on aurait une capacité de gérer mieux notre territoire. C'est vrai pour les services au Témiscamingue, pour le maintien de résidence à domicile, c'est vrai pour une maison peut-être de soins de santé au Témiscamingue. Et ça, on n'est pas capable de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on manque de revenus forcément de sous au Québec, puis il y a une partie de cet argent-là, qui est notre argent, est à Ottawa. Le deuxième volet qu'on revendiquait, c'est la question des revenus pour les aînés. Les aînés n'ont peut-être plus la capacité de se créer un revenu autonome supplémentaire. Parce que, forcément, ils ne sont plus sur le marché du travail. Et l'inflation les touche directement, que ce soit évidemment le panier d'épicerie, le logement, le prix de l'essence maintenant, qu'avec quasiment 2 $ le litre, ça les touche directement. Mais dans le budget fédéral, on voyait un beau graphiste qui disait le revenu moyen des aînés est correct. Et ce que ça me témoigne, moi, c'est que l'écart entre les aînés, peut-être les plus riches et les plus pauvres, s'agrandit énormément. Donc, les besoins de soutien des aînés les plus pauvres, il est énorme. Et qu'est-ce qu'on leur donne dans ce budget-là? Absolument rien. Ce qu'on revendique, c'est 110 $ de plus par mois en supplément de revenus. Et j'ai fait une pétition le mois dernier et j'ai été agréablement surpris, mais aussi choqué de voir la réponse qu'on a eue de partout dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon, j'ai eu le malheur dans notre communication de demander que ça puisse être scotch-tapé. Donc, ça prend quand même pas mal de temps à l'équipe de pouvoir ouvrir toutes ces pétitions-là. Mais ça montre à quel point la détresse, elle est importante. Oui. À quel point que ça préoccupe les gens. J'estimais au départ peut-être que c'était 2000 et j'ai été agréablement surpris de voir, il y a 2000 personnes, donc peut-être 2 % de la population de l'Abitibi-Témiscamingue qui signait cette pétition-là. Là, de façon réaliste, on est peut-être autour de 6000. Et c'est donc dire à quel point c'est un enjeu sur lequel il faut que le gouvernement fédéral prenne conscience de l'impact. Des solutions pour le retour au travail, peut-être des aînés, très simples, parce que s'ils travaillent quelques heures, ils sont pénalisés par après. Le budget ne va pas en ce sens-là. Ouais. Donc, je fais un parallèle entre les deux, entre nos revendications qu'on avait, les deux principales, et le budget qu'on a eu la semaine dernière. Et ça, c'est très décevant comme réponse. D'autres enjeux sur lesquels on aurait souhaité, effectivement, des mesures pour lutter contre l'inflation, particulièrement dans nos PME. Ce budget-là n'apporte pas de réponse de ce côté-là. Par contre, des éléments intéressants au niveau, on avait des revendications au niveau du logement autochtone ou le logement en général. Il y a quand même une volonté d'agir pour la construction de logements. Plus il y aura de logements disponibles, plus on va pouvoir équilibrer l'offre et la demande et plus ça va pouvoir peut-être baisser les prix. Donc, tant mieux qu'on stimule la création, parce que dans le contexte de la pénurie de la main-d'œuvre, si on n'est pas capable d'attirer les gens parce qu'on n'est pas capable de les loger, c'est un problème. Et donc, tant mieux qu'on le fasse. Mais quelque chose de super curieux, tu sais,
Dans le budget, on parle de logement abordable. Mais du logement abordable, le gouvernement fédéral, c'est 1 200 $ pour un loyer. 1 200 $, c'est pas quelque chose que je considère comme étant abordable. Donc, il aurait peut-être fallu en faire plus pour du logement social. Oui. Et après ça, c'est qu'est-ce qu'on peut transférer à Québec, parce que c'est Québec qui gère le logement social. Il y a un petit climat de la chicane dans ce budget-là que j'aime pas, tu sais. Le NPD, de par son alliance, a revendiqué qu'il puisse y avoir l'assurance dentaire. Mais l'assurance dentaire pour les jeunes de moins de 10 ans, on l'offre déjà gratuitement au Québec. Et est-ce que le Québec va avoir le droit de regard et de compensation pleinement sur le montant qui va être investi, ou on va payer 2 fois pour un service qu'on a déjà? Ça reste à voir et le budget n'apportait pas de solution là-dessus. Oui, d'accord. Pour revenir sur l'enjeu des aînés, vous avez décrété que vous aimeriez 110 $ de plus donc, par mois. Pourquoi ce chiffre-là en particulier? Est-ce que 110, ça fait une différence? Et la question est bonne. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'on avait dans notre programme électoral en 2019. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire un bond supplémentaire. Puis ta question, elle est bonne parce que c'était depuis 2019 qu'on revendique ça. Et depuis, l'inflation est arrivée. Depuis, il y a eu la COVID. Et la COVID nous a montré à quel point les aînés étaient vulnérables dans cette situation-là. Donc, peut-être que c'est un chiffre qu'on devrait indexer, mais en même temps, Colin, on a du mal à l'obtenir. Donc, le gouvernement fédéral a décidé, avant la campagne électorale, de donner un chèque pour les aînés de 75 ans et plus. Coïncidence? 2-3 jours avant le déclenchement des élections. C'est cynique, ça. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je trouve très critique. Et en plus, que ce que les aînés vont constater bientôt, ceux qui l'ont reçu, ça se peut que ça ait un impact sur leur supplément de revenus, parce que comme ils ont reçu de l'argent, ils risquent de devoir en remettre une partie un peu plus tard dans leurs revenus, parce qu'ils vont être coupés. C'est un cadeau empoisonné, ça. D'accord. Il va y avoir, à partir du 1er juillet, une bonification du revenu de certains aînés, encore là, ceux de 75 ans et plus. Et si on calcule, c'est à peu près 50 à 60 $. Donc, le gouvernement fédéral nous a entendu l'année passée sur les aînés, parce que ça fait 3 ans depuis que le Bloc québécois est revenu comme parti officiel que c'est un de nos chevals de bataille les plus importants. Et on ne perd pas espoir de faire gagner cette mesure-là. Là, comme je dis, c'est un gain de 50 à 60 $ pour les aînés de 75 ans et plus. C'est choquant, on a créé 2 classes d'aînés, là. Ceux qui ont 75 ans et plus et les autres. Mais les besoins et en quelque part, la capacité pour un aîné de jouir de ce montant-là, dans sa qualité de vie, ça commence pas à 75 ans. Et ça commence avant. Et surtout, les saines habitudes de vie. Tu sais, si avec moins d'argent chaque mois, il y a des choix déchirants qui sont faits. Est-ce que c'est sur la qualité de la nourriture? Est-ce que c'est sur la capacité de mobilité des aînés? Et tout ça a un impact. Et le fait de pouvoir commencer dès 65 ans, c'est aussi de commencer à prendre ces habitudes-là à la retraite, qui vont faire en sorte que les aînés vont vivre une vie meilleure, entre guillemets. Et donc, il faut arrêter d'être cheap envers nos aînés. Et sincèrement, je me suis pas gêné, même dans des périodes de questions en chambre, pour dire, gars, vous n'êtes pas gêné d'être aussi cheap, le gouvernement fédéral. Et parce que pour moi, c'est ça. Il faut reconnaître la dignité des aînés. C'est eux qui ont construit le pays qu'on a aujourd'hui. Et il faut être reconnaissant de ça, donc leur apporter un revenu supplémentaire. Est-ce que ça pourrait être plus important que 110 $ par mois? La question se pose, puis c'est une bonne question. Est-ce que ça répond pleinement aux besoins? C'est un pas d'abord. Mais déjà, le gouvernement fédéral en a reconnu une partie, a monté de 50 à 60 $ pour ceux de 75 ans et plus. C'est pour ça qu'on maintient cette bataille-là. Très bien. Est-ce qu'elle va être gagnée à long terme, à moyen terme ou à court terme? Moi, je pense que c'est ingérable pour le gouvernement. Puis en même temps, quand je vous dis qu'on a reçu 6 000, puis ça sera peut-être plus le montant, j'essaie d'être plus réaliste dans ça, mais quand on voyait là, les piles là, à chaque jour qui rentraient au bureau, des gens, puis on les ouvrait, puis c'est des gens du Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, de l'Abitibi-Ouest, de l'Abitibi, des gens des milieux ruraux comme des milieux urbains, qui nous interpellaient par cette pétition-là. Colin, moi, ça me fait réfléchir à quel point c'est une priorité qui est appuyée sur la population. D'accord. Et toujours pour parler chiffres et les logements abordables, eux, ils considèrent donc que ça serait 1 200 $. C'est un chiffre assez conséquent. Vous, c'est quoi pour vous un logement abordable, si on parle de chiffres? Pour moi, c'est que ça puisse être quelque chose qui... D'abord, la disponibilité du logement. Pour moi, tu sais, quand on dit en Abitibi-Témiscamingue, accueillir des gens, puis là, je ne veux pas parler trop de ton vécu à toi, mais tu l'as vécu d'arriver ici, tu as une belle opportunité d'emploi. Se loger n'est pas facile. Non.
tu as eu une chance, J'ai eu de la chance. inouïe d'être tombé sur la bonne personne qui a voulu t'ouvrir sa maison. Et on est dans un contexte comme celui-là. Le réseau Témiscamingue, on sait qu'il y a du logement disponible, mais c'est pas nécessairement par ce qui est public. C'est le bouche à oreille. Par des réseaux. Il faut être capable aussi de trouver une mentalité pour, je pense, le bouche à oreille puis le réseau est quelque chose d'important, mais en même temps, d'en offrir en général. Faciliter la construction de logements. Oui. Moi, j'aimerais ça. Bon, là, j'amène peut-être une référence historique que je t'apprendrai, mais un plan Vautrin, là, qui était dans le temps de la colonisation en Abitibi particulièrement, mais c'est vrai sur la région. Quand on a construit le chemin de fer là, qui relie Amos-la-Sarre, la transcanadienne, bien, on envoyait par le train de la structure de bois des maisons pour pouvoir, des maisons toutes conventionnelles, je pense que c'était 20 par 24. On n'en est peut-être pas là, mais le principe de dire, est-ce qu'on peut faciliter la construction de maisons pour faire en sorte que des gens, des familles puissent s'héberger à prix abordable, puis après ça, on va être capable de faire une véritable occupation du territoire. La pénurie de la main-d'œuvre, pour moi, est très choquante parce qu'on pourrait être une région qui prospère énormément en ce moment. Les mines sont très élevées, le besoin en agriculture et même en agriculture biologique de plus en plus va être énorme et on les a, ces terres-là, particulièrement au Témiscamingue. Ça prend des programmes qui soient adaptés à ça pour pouvoir attirer les gens. Bon, au provincial, la question des garderies, évidemment, la question du loisir, comment on peut faire en sorte qu'on ait des infrastructures qui vont pouvoir attirer et satisfaire les gens. La question d'Internet haute vitesse, c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines semaines. On déroule beaucoup de fibres. Moi, quand je viens ici au Témiscamingue, que je voyais les camions à Nedlec et tout, ça me donnait le sentiment que ça s'en vient. Est-ce que ça va être pour le déclenchement de la campagne électorale provinciale, comme le souhaitait M. Legault? Peut-être pas de façon réaliste parce que notre région, au niveau des infrastructures, était vraiment en retard. Il y a eu un manque d'amour, comme on dit. Mais d'ici 2022, en tout cas, les contacts que j'ai avec les différentes compagnies, que ce soit Bell, que ce soit Vidéotron, nous rassurent pour dire que pour 2022, ça devrait être quelque chose de réalisable et réaliste pour l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça s'en vient. Prochaine bataille aussi que j'ai commencé à faire, c'est celle du réseau cellulaire. Parce que c'est pas partout qu'on a le réseau cellulaire en Abitibi-Témiscamingue. Et on n'a pas de programme fédéral pour la construction de tours. Et pourtant, ça devrait être le fédéral qui s'en occupe. Et j'étais cette semaine à la municipalité de Kipawa à l'invitation du maire Norm Young pour jaser justement de cet enjeu-là. Et la municipalité aimerait ça pouvoir avoir... bon, il y en a une tour pour ce qui est du village, la partie de la communauté de Kipawek, mais pour le village. Puis en même temps, la vision qu'ils ont, c'est de pouvoir aller avec le parc Opémicam. C'est une vision de la MRC aussi. Est-ce qu'on peut offrir ce service-là pour les touristes qui viennent et autres? Le sentiment de sécurité, quelque chose de pas banal. Mais donc, ça devient un outil de développement économique qu'on a besoin. Fait que c'est plusieurs choses dans lesquelles, tu sais, le budget a donné des éléments réjouissants, mais il y a encore du travail à faire. Et moi, je me satisfais de voir quand même que des enjeux qu'on a nommés, qui n'existaient pas à Ottawa, bien, se retrouvent dans des... Il y a des choses qui ont changé. Ils sont maintenant inclus dans le débat. Ben oui, je peux nommer exemple la production de vaccins. Quand a commencé la COVID, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas de vaccination au Canada, ce qui était un fleuron au Québec il y a 15 ans à cause des programmes fédéraux qui ont été arrêtés. Ben, les grandes compagnies pharmaceutiques ont tous quitté le Québec. Et là, oups, il y a un retour parce qu'ils ont investi 2,2 milliards depuis la dernière année. Ils étaient au comité de l'industrie la semaine dernière et le ministère de l'Industrie nous ont témoigné de ça. C'est 2,2 milliards sur 5 ans qui sont investis. C'est une bonne nouvelle. Et là, on voit Moderna qui a annoncé la construction d'une usine, Merck qui s'est installé et d'autres. Donc, parce qu'on a nommé ces enjeux-là et le problème de la production, des choses changent. Je peux donner un autre exemple en lien avec le budget, si tu me permets. La construction des bornes électriques. Pas la construction, mais le fait d'avoir un réseau de bornes électriques. On a un manque à gagner, un rattrapage énorme en Abitibi-Témiscamingue. Et là, on sait que la construction de bornes se fait à partir des statistiques d'utilisation des bornes, du nombre d'utilisateurs, etc. Mais parce qu'on a un grand territoire, notre retard est c'est peut-être plus difficile de faire l'opération séduction. Un prix de l'essence à 2 $ le litre aide peut-être à ça, mais puis je le vis encore aujourd'hui. Quand on s'en va
quand on roule dans la région, le fait qu'il n'y ait pas de borne, par exemple, dans des endroits stratégiques. Bon, il y en a une ici qui est une borne normale à Notre-Dame-du-Nord, mais tu sais, de pouvoir en avoir une rapide à Laniel, de pouvoir en avoir dans l'est du Témiscamingue, il y en a quand même qui sont disponibles. Puis même quand je retourne à Rouyn-Noranda, à Baudry, à Rollet, c'est des endroits dans lesquels, quand on fait nos allers-retours, qu'on a besoin d'éléments qui soient à la fois sécurisants, puis qui peuvent faire en sorte que si on a des bornes rapides aux 50 km, bien, notre planification est beaucoup plus facile. C'est sûr. C'est des choses que j'ai nommées en chambre, surtout qu'il m'est arrivé une bad luck, que j'ai manqué. Les deux bornes de Mattawa, donc l'autre côté de Témiscamingue en Ontario, ne fonctionnaient plus. Ah, mince. Et j'étais pris là, et bon, les towing étaient mal adaptés, ils ne pouvaient pas m'amener parce qu'on traversait une frontière, celui du Québec ne pouvait pas aller me chercher, il a fallu que je me fasse amener à North Bay où il n'y avait pas de borne rapide pour pouvoir attendre pendant 2 heures pour me rendre à Témiscamingue. Fait que bref, j'ai perdu 4, 5, 6, 8 heures là-dedans. Mais ça mène comment le réseau de bornes rapides est une priorité. J'ai parlé de cette expérience-là puis de revendiquer ça, particulièrement dans un débat où les conservateurs nous disaient sur le prix de l'essence, bien, est-ce que le fédéral pourrait abolir ou temporairement suspendre sa taxe? On ne parle pas des grandes pétrolières là, qui sont largement subventionnées et qui font des profits et que si on paye 1,80 $ le litre, ben c'est eux qui font une marge de profit. Parce que l'offre et la demande, OK, oui, il se passe des incertitudes en Russie ailleurs, mais c'est le marché canadien, là. Oui. Fait qu'eux autres vendent plus cher leurs produits, mais ça, c'est correct. Parce que c'est les financiers, peut-être, du Parti conservateur. Donc, je veux pas être cynique là-dedans. Mais on a refusé d'apporter des réponses qui viennent de l'industrie, mais il faudrait que le fédéral le fasse. Fait que moi, ma réponse, c'est de dire, bien, regarde, on peut-tu prendre cet argent-là et investir notamment dans le réseau de bornes, dans le réseau de la transition énergétique pour s'assurer qu'on puisse le faire. Puis en même temps, ce qui est intéressant avec l'électricité, c'est qu'à qui on paye l'électricité, c'est pas une compagnie pétrolière et des actionnaires. On le paye au Québec. Oui. On le paye pour payer nos services sociaux, de santé, d'éducation, les affaires municipales, nos routes, etc. Fait que c'est vraiment quelque chose de gagnant, mais il faut que le réseau en Abitibi-Témiscamingue soit renforcé. Le budget dans le gouvernement fédéral qui a été déposé jeudi dernier, bien, je me réjouissais de voir qu'il y a quand même une volonté de construire davantage de bornes partout au Canada, donc dans des milieux ruraux également. Est-ce que les bureaux de Poste Canada, par exemple, pourraient être l'endroit idéal? Ça, c'est une proposition du syndicat des postes que j'aurais. Ils sont partout, c'est sûr que ça aiderait. Exact. Exact. Puis que j'ai voulu renforcer, en tout cas, cette idée-là, leur donner une tribune tant au comité de l'industrie qu'à d'autres endroits. Ce serait peut-être l'endroit idéal. Donc, on électrifie la flotte de véhicules de Poste Canada, ce qui est bon pour l'environnement. Puis en même temps, bien, ces bornes-là qu'on pourrait avoir dans chaque municipalité, des bornes rapides idéalement, qui sont sur un service public, bien, puissent être aussi utilisables par les citoyens, les voyageurs, les touristes, dans des moments où elles ne sont pas utilisées par les camions de rechargement. Donc, il y a là des solutions qui sont à établir. Bien, ça, moi, c'est un aspect du budget que j'ai revendiqué puis que je vois qui se retrouve, que je trouve encourageant quand même. C'est une bonne idée. Donc, tu penses qu'une dans chaque municipalité, ça ferait déjà une énorme différence? Ben, ça le ferait. Puis, tu sais, je veux dire, je le voyage au Témiscamingue, puis à la température qu'il fait, ça commence à être je peux faire un peu plus de distance. Ma voiture, moi, j'ai une Bolt 2020, j'ai 418 km d'autonomie. En hiver, c'est à peu près la moitié, c'est 205 de façon réaliste. Et là, dans le climat qui change, encore mes pneus d'hiver, donc, parce que, bon, on a un hiver assez tardif, un printemps assez tardif cette année, mais tu sais, c'est tous des facteurs où je gagne la distance. Mais quand je revenais de la Verlochère le mois, il y a 2-3 semaines, là, j'arrêtais à celle d'Anglier. Donc, c'était quand même possible parce que j'aurais pu revenir à la borne rapide de Ville-Marie, mais là, il y a l'économie de temps. Mais de pouvoir avoir des bornes soit rapides, puis là, ce qu'ils sont en train de développer du côté d'Hydro-Québec peut être intéressant, c'est peut-être l'intermédiaire entre la borne niveau 2 qu'on connaît en ce moment et la borne rapide de 50 kWh. Une entre les deux, une 24. Elle est plus facile à rendre disponible parce que tu n'as pas besoin nécessairement du courant triphasique. Puis là, je m'excuse d'aller dans le technique, mais c'est quand même un enjeu qui m'interpelle, qui me passionne et qui peut faire dans des villes de transition, surtout, ben, exemple ici à Notre-Dame-du-Nord, c'en est un bel exemple. Quand on fait des longues distances, on a besoin des points stratégiques sur la route. C'est pas nécessairement au cœur d'un centre-ville qu'on a besoin de bornes rapides, mais sur les enjeux. Dans les villages, c'est pratique. Effectivement, on arrête, comme là, mon véhicule est en train de recharger, le temps de faire l'entrevue aujourd'hui, d'aller dîner, etc. Là, je prends la distance que j'ai besoin pour me permettre de revenir chez nous parce que je peux être arrêté un peu plus longtemps. Mais il faut trouver l'équilibre entre les deux, mais investir dans ce réseau-là. Bref, ça s'en vient. Mais on a un retard à rattraper, puis ça va faire partie des choses aussi sur lesquelles je veux me mêler. Là. Très bien. Et je vois que tu portes toujours ton petit pin Ukraine-Québec, qui est très joli d'ailleurs. Est-ce qu'on peut revenir sur le contexte de la guerre en Ukraine
fait, c'est important qui de le reste faire. important, bien sûr. T'en es où à ce sujet? Et là, on en est où? On en est quand même, ça fait quoi, 2 mois que l'invasion s'est faite, ou Ça. presque? Le temps passe vite. Bon, d'un point de vue politique, je vais dire que il y a des choses qui avancent, puis il y a des choses qui avancent pas vite. On a accueilli notre première réfugiée de la région. Qui était déjà en lien avec une famille de la région et qui est déjà venu par le passé. Et donc, c'est dire que c'est possible. En même temps, les papiers sont lents à obtenir. Ça l'a pris 2 à 3 semaines avant que le gouvernement fédéral puisse établir un système qui est un peu plus rapide, dans lequel on va privilégier des demandes pour des réfugiés ukrainiens. Donc, une voie rapide. Mais encore là, ce qu'on demande dans le contexte, évidemment, on demande des données biométriques, les empreintes digitales, la grandeur, une photo, tous les éléments qui font en sorte de s'assurer d'avoir des informations de base sur un individu. Évidemment, il y a toujours un aspect de sécurité qui est important de valider là-dedans. Mais toutes ces données-là doivent être obtenues avant pour pouvoir demander à quelqu'un qui, on s'entend, est un réfugié, donc a quitté son pays, qui puisse transmettre après ça l'ensemble de ces papiers-là et son passeport, envoyer à un service possiblement d'ambassade en Europe quelconque, pour pouvoir recevoir à nouveau son passeport avec le visa. Et là, il peut commander son billet d'avion pour pouvoir s'en venir. Oui. Mais ils n'ont pas nécessairement d'endroit stable. Et ça, pour moi, c'est problématique. Puis, je vais me permettre de faire un témoignage. Moi, on a décidé comme famille d'être un lieu d'accueil, une résidence d'accueil pour des réfugiés ukrainiens. Et dans le contexte, c'est l'étape dans laquelle on est rendu, nous. De pouvoir avoir le dernier papier qui va donner l'autorisation d'envoyer son passeport pour recevoir le visa. Je sais que nos gens sont en sécurité présentement, mais cette angoisse-là de l'attente et des lieux temporaires et tout ça est énorme. Et elle m'a été nommée, elle a été partagée. Pourquoi on ne développe pas? Puis c'est quelque chose qu'on revendique depuis, ça fait au moins 6 semaines à la Chambre des communes que mon collègue Alexis Brunel-Duceppe revendique. Une passerelle aérienne, un avion. On sait à quel point les gens sont généreux ici pour pouvoir envoyer des denrées, pour pouvoir de l'aide humanitaire et tout. On est capable de remplir un avion, on l'envoie dans un endroit évidemment sécuritaire. Est-ce que la Pologne peut être ce pays-là? Parce qu'on s'entend que si ça s'en va direct en Ukraine, il est possible que l'avion se fasse abattre directement, donc par la Pologne. Mais de là, cet avion-là pourrait revenir au pays, à être évidemment rempli de gens qui puissent avoir après ça, au Canada, à l'aéroport directement, un lieu dans lequel ils font leurs données biométriques, des gens des passeports, des gens de la citoyenneté, du ministère de l'Immigration qui va pouvoir émettre le visa. Donc, tous les services, les données sur place. Déjà, on sait que ça prend à peu près 4 heures. Puis il y a beaucoup de services qui sont offerts. Notamment, c'est intéressant que le gouvernement du Québec offre des cours de francisation et c'est donné sur place à l'aéroport, l'information, et même qu'ils vont avoir un revenu d'appoint pour pouvoir se franciser. Comme le gouvernement canadien s'est engagé à pouvoir donner pendant une période de 6 semaines un montant de 500 $ environ. Il y a des programmes qui se sont développés rapidement pour venir en aide aux Ukrainiens qui s'en viennent ici. Donc ça, je sais, quand tu me poses la question, qu'est-ce qui a changé depuis les derniers temps, ben ça en fait partie. Il y a une mobilisation énorme qui se fait en Abitibi-Témiscamingue. On parle de peut-être une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de lieux d'accueil en Abitibi-Témiscamingue qui se sont développés, beaucoup autour de la page Facebook Solidarité Ukraine Abitibi-Témiscamingue, donc menée par Rebecca Perron, par sa mère Julie Curado, puis leur tante Magali Aumont, donc des gens qui ont un lien très direct avec le Témiscamingue et Rouyn-Noranda, et qui coordonnent par l'organisme Family to Family des liens entre des gens qui les interpellent en disant « Moi, j'aimerais ça être un lieu d'accueil », et pouvoir faire un maillage. Puis pour l'avoir vécu directement, quand Émilie a donné son nom, notre nom, elle disait peut-être que ça allait fonctionner comme un programme pour avoir un médecin de famille ou un service de garderie où tu finis par avoir une réponse du gouvernement pour dire « Ah, il y a une place en garderie, mais tes enfants sont rendus à l'école. » J'exagère un peu, mais pas loin. Ceux qui ont des jeunes enfants savent à quel point l'angoisse d'une place en garderie est là, puis l'angoisse d'un médecin de famille. Mais nous, on a une réponse. Dans les 24 heures, on avait notre maillage, on savait l'identité des gens qui s'en viendraient chez nous. Pour combien de temps, ça, on ne le sait pas. Est-ce que ça va être 2 semaines, 2 mois, 2 ans? Là, ça fait partie de la découverte qu'on va faire. Puis dans quel état psychologique ils vont arriver, ça, je ne le sais pas. Évidemment, je suis très à l'aise de parler de notre démarche qu'on fait parce que je pense que c'est d'intérêt public, puis ça intéresse les gens de comprendre ce qu'on vit. Mais pour moi, ça va être important si eux veulent vivre une vie privée
de respecter cette vie privée Tout à là fait. qu'ils vont avoir. Mais c'est de voir comment l'aide humanitaire s'organise. Elle est bien organisée ici en Abitibi-Témiscamingue. J'ai participé hier à Rouyn-Noranda à une rencontre dans laquelle le CLSC, pas le CLSC, excuse-moi, le C3S était présent à la ville de Rouyn-Noranda, la Mosaïque, donc l'organisme d'accueil pour les nouveaux arrivants. Il y avait des gens de la paroisse, il y avait des gens de la commission scolaire et tout pour coordonner l'aide qu'on fait. Il y a différentes initiatives qui se font. La municipalité ici de Notre-Dame-du-Nord a voté un montant de 5 000 $, puis d'autres endroits l'ont fait au Témiscamingue pour pouvoir venir en aide à des familles ukrainiennes qui viendraient s'établir sur le territoire. Beaucoup d'initiatives ont eu lieu depuis le dernier mois, depuis les 2 derniers mois, pour pouvoir faire en sorte qu'on soit le plus accueillant possible. Et ça, pour moi, ça fait partie, c'est une force qui est énorme. Mais pour ce qui est du gouvernement fédéral, vraiment une passerelle aérienne. Il y aurait des éléments qui nous amènent à dire que le ministre aurait manifesté l'ouverture. Il aurait fait une sortie en ce sens-là en fin de semaine dernière, mais il n'y a pas de date encore d'établie. Il n'y a pas de moment dans lequel on est capable de dire, bon, mais il y a des vols nolisés d'avions ukrainiens qui s'en viennent, parce que sinon, un vol, ça peut être 2 000 $. Oui, c'est sûr. Et quand tu as quitté chez vous, quand tu as toutes les insécurités de revenus et tout, tu n'as pas nécessairement le 2 000 $. Puis quand c'est d'une famille de 5 par exemple, donc il faut multiplier énormément ce montant-là. Bien sûr. Il faut être capable d'aider un peu plus directement. Et la préoccupation, l'urgence, là, c'est vraiment de faire venir les gens. Bien sûr. Quand on sait qu'ils ont des lieux qui vont les accueillir, qui vont être capables de leur offrir des conditions gagnantes, est-ce que ça sera temporaire? Est-ce que ça sera permanent? Tout ça, ça sera leurs décisions qui sont à faire. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est de pouvoir amener les gens ici. Puis une fois qu'ils sont au Québec, les amener, tant mieux qu'on puisse les avoir en Abitibi-Témiscamingue. Et du coup, par exemple, dans ton cas personnel, le match a été fait en 24 heures, comme tu le dis. Est-ce que tu penses que c'est la situation d'urgence qui fait ça, ou on n'a vraiment pas le temps de matcher les gens au final? Vous n'avez pas eu le temps de dire, nous, on aimerait bien des gens comme ça, comme si... C'est plutôt là venir en aide rapidement. Et effectivement, le maillage a été fait, puis bon, les contacts qu'on a sont... J'ai évidemment bien hâte de les rencontrer, de les accueillir, mais ça a été selon la demande. C'est le maillage qui a été fait au bon moment, entre le moment où Émilie a manifesté son intérêt, puis que cette famille-là est allée, comme je te dis, on est allé passer par la page Solidarité Ukraine Abitibi-Témiscamingue, qui, elle, est en lien avec l'organisme Family to Family. Donc, c'est cet organisme-là en Ukraine qui a le profil, comme nous, d'une famille avec des très jeunes enfants et donc qui cherchait un milieu un peu plus urbain à proximité de services. Et où je demeure à Rouyn-Noranda a cette facilité-là dans le quartier Sacré-Cœur d'avoir des parcs en face, l'école Sacré-Cœur qui n'est pas tellement loin, juste l'autre côté de la côte météo pour ceux qui connaissent l'endroit, à proximité de l'épicerie. Donc, pour les besoins qu'avait exprimé cette famille-là, on devenait un lieu particulièrement intéressant. C'est sûr que ça nous demande un aménagement immense. C'est sûr. Les enfants, mes 2 garçons qui ont 10 et 12 ans, ont sacrifié leur chambre, vont se revenir dans des lits superposés dans le bureau d'Émilie. Donc, ça va être tout ça qui va être aménagé pour rendre ça le plus convivial possible. Puis pour le reste, on ne le sait pas. La langue première pour eux n'est évidemment pas le français. Même, on va communiquer quelque peu par l'anglais et sûrement, ça va nous permettre d'apprendre quelques mots. Ce sont des Ukrainiens qui parlent le russe. Donc, apprendre une autre langue, apprendre à communiquer, ça va être une expérience humaine immense. Évidemment, notre cœur est ouvert énormément, mais on ne sait pas, comme je vous dis, dans quel état ils vont arriver. Et ça demande une ouverture quand même assez particulière. C'est un défi qui nous interpelle. Leur arrivée est prévue pour quand? Dépendamment, là, on attend les papiers. Fait que c'est peut-être 2 semaines. De façon réaliste, c'est ce qu'on s'attend. Évidemment, moi, comme député, je ne peux pas demander, parce que j'ai les 2 rôles, je ne peux pas demander d'accélérer ce dossier-là en priorité. Mais ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer, puis ça, c'est vrai pour tous les gens qui nous écoutent, puis qui ont peut-être des cas avec une famille, puis qui ont hâte qu'ils arrivent, de valider les papiers qu'ils ont. T'sais, on a quelqu'un, Yves Dumulon, au bureau. Si vous nous envoyez ça, on est capable de pouvoir s'assurer que tout est conforme présentement et qu'il ne devrait pas y avoir le grand drame de « Ah, il vous manquait telle demande, telle chose, et vous devez faire cette demande-là et attendre un autre 2 semaines avant de... » C'est ces délais-là qui sont particulièrement frustrants. Là, on est dans les délais normaux. Ça pourrait être un peu plus rapide, ça, on s'entend, mais on en est là. Fait que la première Ukrainienne est arrivée, comme je vous dis, cette semaine en Abitibi-Témiscamingue. On attend peut-être 30, 40, 50 familles ou 50 personnes qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Mais non, c'est à voir. Puis, comme je vous dis, tu sais,
notre cœur est grand ouvert. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Peut-être le membre de ma famille qui va être le plus utile, ça se peut que ça soit Pookie, parce que pour les enfants ou quoi, ben c'est le lien qui va être rassurant. Pookie, mon chien. Est-ce que ça va être nous? Est-ce qu'on va créer un climat de socialisation? Est-ce qu'il va avoir besoin de plus d'intimité? Tout ça est très difficile à établir à ce stade-ci, mais ce sont des gens qui ont, en tout cas de ce qui me manifeste, le goût de pouvoir s'impliquer puis de devenir autonome le plus rapidement possible, peut-être de se trouver un emploi, mais ça, on peut pas s'attendre à ce que l'ensemble des Ukrainiens soient une réponse à la pénurie de la main-d'œuvre. Ça, pour moi, c'est un peu c'est dépasser la mentalité ou la pensée que qu'est-ce que vivent ces gens-là au quotidien. Ils ont fui quand même les bombes, ils ont fui leur milieu. À voir. Mais c'est, comme je vous dis, j'ai le cœur grand ouvert, puis j'ai bien hâte de pouvoir les accueillir. Merci, Sébastien. Sur un autre sujet, et je vais te demander d'élaborer sur le projet de loi sur le poids politique du Québec. Oui. Donc, peux-tu commenter? Bien, c'est des projets de loi. D'abord, le Bloc québécois a pris sa journée d'opposition. Comment ça marche à Ottawa dans une journée normale? Soit le gouvernement dépose ses projets de loi et il y a 7 jours de l'opposition par saison, qui sont l'automne, l'hiver et le printemps. Le Bloc québécois a une journée dans ces 7-là, donc 3 moments par année. On est capable de dire, bon, bien, la journée de débat va être consacrée à la motion du Bloc québécois. Et cette motion-là, cette année, cet hiver, a été de dire, il faut protéger le poids politique du Québec. Parce que à chaque 10 ans, on revise la carte électorale. Un exemple de ça, quand elle a été revisée il y a 20 ans, on a fait changer le comté de Témiscamingue qui était ici, qui couvrait la MRC de Témiscamingue, de Rouyn-Noranda et d'Abitibi-Ouest, et on a intégré celle d'Abitibi pour faire la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, qui était, la MRC d'Abitibi était avec la Vallée de l'Or pour faire la circonscription d'Abitibi, et là, on a créé la circonscription d'Abitibi-Bay James-Nunavik-EU, donc une immense circonscription sur son territoire, mais qui était moins populeuse, donc qui donnait une voix un peu plus importante pour les populations autochtones qui sont en croissance dans le nord du Québec et avec la MRC de Val-d'Or. Donc, c'est un exemple de changement de la loi de la carte électorale qui peut s'opérer. Et tout ça est un calcul mathématique un peu complexe qui tient compte du poids politique historique, du nombre de sénateurs, de la population surtout, l'évolution démographique. Et l'évolution démographique du Québec n'est pas aussi importante que celle d'autres provinces, particulièrement l'Alberta, l'Ontario, la Colombie-Britannique. Et ce qu'on nous annonçait, c'est que le Québec, qui est actuellement à 78 circonscriptions sur 338, ben, allait perdre une circonscription. L'Alberta allait en gagner une. 3, excuse-moi. La Colombie-Britannique en gagnait une et l'Ontario. Donc, plus 5 dans le reste du Canada, moins une pour le Québec. Et ça a un impact qui est absolument dramatique. Et on sait à quel point le fait d'avoir un député local sur des enjeux, je prends par exemple l'aide médicale à mourir, je prends tous les enjeux de transition énergétique, le fait d'avoir des députés du Québec qui revendiquent les valeurs québécoises, c'est fondamental. Et des fois dans l'histoire, comme en 2008, là, il y avait autant de députés de l'opposition que du parti au pouvoir. Fait que le Québec peut faire la différence dans la survie d'un gouvernement. Fait qu'on voulait s'assurer, et c'était notre motion, que le Québec ne perde pas ce poids politique-là. Et donc, maintienne son député, puis en même temps, en augmente. Pas qu'on en perde un, mais qu'on en augmente un. Et ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est la clause nation. Donc, ce qui a suivi notre journée d'opposition, qui a été très largement appuyée par l'ensemble des formations politiques, pas par tous les députés, mais l'ensemble des formations politiques, on reconnaît que le poids politique du Québec ne doit pas diminuer, doit même augmenter. Le Bloc a déposé un projet de loi pour pouvoir faire en sorte qu'on mette en principe la clause nation. On reconnaît que le Québec est une nation fondatrice, est une nation qui est francophone, qui a des besoins particuliers, des valeurs particulières. On devrait être 25% du poids de la Chambre des communes. Actuellement, on est avec 78 députés sur 338, à 23,08%, si ma mémoire est bonne. Même pas 24. Pas encore 24, mais tu sais, l'île du Prince-Édouard a un poids politique qui est beaucoup plus élevé que son territoire, etc. Il y a des disparités. Moi, je représente plus de 100 000 électeurs. 100 000 citoyens, excuse-moi. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les circonscriptions à travers le Canada. Certaines peuvent être un peu plus en Ontario ou en Alberta. Donc, je comprends l'Alberta de vouloir revendiquer, d'avoir plus de députés aussi.
Mais nous, ce qu'on dit, c'est que parce qu'on est une nation francophone et qu'on a aussi le poids de s'assurer de la survie de la francophonie en Amérique du Nord, si le Québec est dynamique et vivant, on est capable de rayonner ailleurs. Si le poids politique du Québec, parce que son poids démographique diminue, ben c'est la survie peut-être de la langue et de la culture et de tout ça qui est un impact. Donc, ce qu'on veut, c'est préserver 25% du nombre de sièges à la Chambre des communes. Ça va être l'objet d'un débat. Le gouvernement a répliqué avec un projet de loi, le C14, dans lequel il dit on va s'assurer que le Québec garde 78 députés. Mais il va en avoir plus d'un en Alberta, un en Colombie-Britannique, un en Ontario. Donc, on va tomber de 23,08 à 22,74 %. Parce que si on est 78 sur 338 ou 78 sur 342, bien là, on perd du poids politique. Et c'est là tout le débat qui s'en vient prochainement, mais comment il faut être vigilant pour s'assurer du maintien. Je ne pense pas que ça nous concerne directement la réforme de la carte électorale en Abitibi-Témiscamingue parce que justement, ça se fait par province, donc on ne partagera pas avec le Témiscamingue ontarien. Notre circonscription, l'Outaouais est quand même très loin, ça a déjà été le cas. Là, la circonscription de Pontiac, le Témiscamingue au provincial, était avec l'Outaouais. Mais maintenant, je pense que ça ne se ferait plus. On ne devrait pas bouger ici, qu'on perde ou qu'on gagne une circonscription ou des circonscriptions, mais ça va avoir un impact partout au Québec. Et c'est notre poids politique, peut-être en attendant qu'on puisse faire l'indépendance puis qu'on ait 100% de notre poids politique dans notre Parlement à nous, bien, on peut s'assurer de maintenir au moins un bloc de 25% de députés du Québec. C'est une des batailles importantes que va faire le Bloc québécois dans les prochaines semaines. Très bien. Et tu en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais je vais te demander de recommander sur la pénurie de main-d'œuvre. Apparemment, ton comité va aborder le sujet très prochainement. Qu'est-ce que vous allez rajouter au débat? C'est là, rajouter ou commencer ce débat-là. Parce que nous, ça fait 10-15 ans qu'on la vit de front en Abitibi-Témiscamingue, cette pénurie de la main-d'œuvre-là, que ça a un impact directement sur notre développement économique, parce qu'on n'est pas capable, pour différentes raisons, comme celles que je nommais tantôt, de faire face à la pénurie de la main-d'œuvre. Et moi, je souhaitais qu'on puisse avoir une étude au comité de l'industrie, que j'ai la chance de siéger, et cet enjeu-là. Donc, c'est une motion que j'ai déposée et qui a été adoptée. Donc, ça va être le prochain sujet qu'on va débattre. Moi, j'aimerais ça inviter des gens un peu partout de la région qui vont nous parler c'est quoi la réalité de ça. La réalité en agriculture, quand il y a des programmes comme les travailleurs étrangers temporaires, puis qu'on donne des compensations dans le contexte COVID, mais qui ne couvrent pas le frais de déplacement pour aller chercher les gens. Ça marche dans Montérégie ou en Estrie, ça ne fonctionne pas en Abitibi-Témiscamingue, ces programmes-là. Ils ne sont pas adaptés. Puis avec des dates qui ne couvrent pas notre saison agricole. Donc, c'est de comprendre tous les besoins particuliers, spécifiques qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, mais qui sont aussi des besoins, la pénurie de la main-d'œuvre touche l'ensemble du Canada maintenant. Et ça amène des problématiques. Le fly-in, fly-out qu'on va voir de plus en plus. Est-ce que c'est des gens qui vont vivre à Brossard, à Boucherville ou peu importe, qui vont prendre un avion une fois par semaine et qui vont venir travailler pendant une semaine dans nos mines en région puis qui vont aller dépenser leur salaire parce que leur famille va demeurer dans la métropole. Donc les écoles, les garderies, les épiceries et tout ça, les commerces, l'argent va être dépensé ailleurs. Là, on s'entend, on vit un peu le même phénomène parce que du fly-in, fly-out vers les mines du nord du Québec qu'on fait ici en Abitibi-Témiscamingue. L'idée, c'est assurément de trouver des réponses qui soient raisonnables à la pénurie de la main-d'œuvre, mais qu'on permet à des gens, s'ils veulent s'établir dans des régions, d'avoir des conditions gagnantes pour répondre à ça. Mais de comprendre c'est quoi les besoins d'un entrepreneur, toute la paperasse qu'on exige pour pouvoir avoir des travailleurs étrangers. C'est des 15 000 souvent d'investissement par personne, sans garantie que la personne va venir et va être compétente aussi. Bien sûr. De construire des logements, forcément, c'est un besoin pour eux. Mais tout ce qui est exigé, moi, je veux qu'on comprenne la réalité dans une région ressources éloignée comme la nôtre. Quel impact que ça a la pénurie de la main-d'œuvre. Et c'est vrai aussi pour les travailleurs qui voudraient venir d'une région à l'autre, pour des travailleurs étrangers temporaires, des travailleurs aussi qui veulent venir de façon permanente. Puis c'est dans le contexte, on le sait, l'Ontario qui est à quoi, 10 km d'ici, ça prend de 7 à 10 mois avoir les papiers de l'autre côté de la frontière. Ça en prend 27 à 30 mois ici au Québec pour différentes raisons. Certaines relèvent du gouvernement du Québec, certaines du Canada. Mais le ministre de l'Immigration, l'année passée, M. Mendicino, a dit on a ralenti volontairement des dossiers du côté du Québec. Et quand on voyait, je vais faire un parallèle à ce qu'on disait tantôt, la population du Canada augmente partout, mais l'immigration est beaucoup plus facile et beaucoup plus... c'est une génération sur 20 ans
dans lequel tu as des fast-tracks dans le côté canadien. Ouais. Et là, on voit qu'eux autres, leur nombre de circonscriptions augmente parce que la démographie augmente, puis le poids politique et démographique du Québec diminue. Donc, il y a un rattrapage énorme qu'on ne pourra peut-être pas rattraper, justement, parce que nos lois, nos mesures sont souvent discriminatoires par rapport au Québec. Moi, j'aimerais ça inviter aussi des gens du réseau de l'éducation, particulièrement l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, qui viennent nous dire qu'eux, le quart de leurs étudiants sont des étudiants internationaux, mais qui se font refuser systématiquement, et le mot systématique est intéressant, leur demande de devenir des étudiants, donc de visa temporaire, parce que c'est ce qu'on exige en ce moment, c'est un système d'être temporaire. Puis nous, ce qu'on vend, c'est de dire, on va vous former en fonction des besoins aussi qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Et là, il n'y a rien de plus durable que d'un étudiant qu'on veut former à la réalité de nos mines, de notre industrie forestière, de l'ensemble de nos industries, et qui va parler français. Et qui va vouloir s'établir à long terme, va avoir des liens de maillage avec les entreprises. Mais justement parce que dans sa demande, il y aurait une volonté de s'établir de façon long terme, puis que le programme était pour des gens temporaires de formation, il va être refusé. Et l'autre facteur de discrimination, c'est le fait que on prend pour acquis le PIB par habitant, donc l'impact. Et si le pays est considéré comme étant trop pauvre, ils vont être refusés. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de pays francophones africains et qui sont ciblés par nos universités francophones parce qu'il y a un lien de la langue. Donc, McGill a un taux d'acceptation de près de 80 %, puis nous, on a un taux de refus d'à peu près 80-90 % dans ces demandes-là d'étudiants étrangers à cause de la richesse des pays, même si les gens sont eux-mêmes assez fortunés, parce qu'évidemment, ça coûte très cher s'en venir. Ils ont les moyens de le faire par leur pays d'origine. Ils se retrouvent à être discriminés. Donc, il y a un changement majeur à faire dans ces programmes-là. Là, le problème a été nommé. On dit que le ministre travaille là-dessus. Mais ça fait d'autres enjeux sur la pénurie de la main-d'œuvre, des solutions qui nous touchent directement, qui m'apparaissent très simples, qui relèvent d'Ottawa, de la bureaucratie, d'un manque de compréhension des besoins et de la réalité d'un entrepreneur. Et donc, moi, je vais amener ça. Puis tantôt, on disait comment faire en sorte qu'un aîné qui a encore le goût de travailler, mais peut-être 1, 2, 3 journées par semaine, qui peut servir de mentor, qui peut servir pour de la formation, est-ce qu'il peut le faire? Mais s'il travaille en ce moment, il va le perdre en complément de revenu. Donc, est-ce qu'on peut adapter nos lois pour que le premier, peut-être 5 000 8 000 $ d'argent, soit pas pénalisé, mais que ça devienne un revenu supplémentaire dans leur poche? Ça aussi, c'est une autre solution à la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, comme comité de l'industrie, qu'on se penche sur ces solutions-là, ça va être, je pense, quelque chose qui va pouvoir apporter des solutions intéressantes qui vont faire la différence dans la région. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a cette croyance populaire un peu, tu sais, moi qui viens en tant que Française travailler au Canada, qui disent non mais de toute façon si tu parles français, le Canada aide, ils veulent sauvegarder la francophonie et la mettre en avant, etc. Mais c'est sûr que moi je m'en rends pas compte parce qu'en tant que Française, mon passeport est tout aussi bien qu'un passeport canadien. Et on ne pense pas du coup par exemple, des Africains qui parlent français. Oui. Et au final, tu penses qu'il y a quand même cette discrimination dans leur passeport, au final, dans leur provenance, même si au final, ils parlent français aussi bien que moi et toi? Malheureusement, ça a été reconnu, effectivement. Effectivement, et il y a des réflexions à faire de ce côté-là. Comme je dis, moi, j'ai confiance qu'une fois qu'on a saisi c'est quoi le problème, puis c'était volontaire, c'était par les calculs, le pays, la richesse du pays d'origine et tout. Cette discrimination-là sont faites, mais c'est la même chose des pays anglophones ou des immigrants qui viennent d'ailleurs n'ont pas ce facteur discriminatoire-là. Oui. Donc, il faut être capable d'apporter une réponse là. Et ça, une fois qu'on a pris conscience du problème, je pense que ça va pouvoir faire partie de la solution. Mais effectivement, l'immigration francophone est une clé pour le Québec, est une clé pour l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'on sait que notre capacité de rétention des nouveaux arrivants, elle est plutôt faible en région. Ça, c'est une étude de la Mosaïque qui l'a bien démontré. Et l'enjeu de la langue est quand même quelque chose qui est important, donc d'investir dans la francisation et de s'assurer que ça puisse se faire, mais les opérations de séduction qu'on peut faire, pour moi, il n'y a rien de plus intéressant et gagnant à long terme que de passer par notre système d'éducation, de former la personne par rapport à ses besoins. Puis si elle a le goût de s'établir à long terme, il y a un maillage qu'on peut faire à nos entreprises par des stages. Et on sait à quel point, si la personne, tu sais, la reconnaissance des acquis, c'est un problème énorme, là.
Ça se travaille présentement, c'est davantage un enjeu du côté de Québec, mais quand même, il faut être capable d'apporter des solutions de ce côté-là, des voies un peu plus rapides pour être capable de favoriser l'établissement à long terme, limiter les irritants. Quand une personne s'en vient jusqu'ici, quitte son milieu, ça doit être épouvantable. Tout ce qui est laissé derrière, tu peux en témoigner davantage que moi, mais il faut être capable d'être une société d'accueil qui voit à long terme avec les nouveaux arrivants. Très bien, merci. Et donc sur un autre sujet, je vais te demander de parler maintenant des enjeux de l'informatique quantique et de minéraux critiques stratégiques. Donc tu m'avais mentionné ça, c'est un peu compliqué pour moi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est un peu? Et ça l'était pour moi aussi parce que l'informatique quantique a été un des sujets du comité d'industrie. Je trouve ça intéressant dans une émission comme ici de pouvoir voir c'est quoi mon travail au quotidien à Ottawa, de démystifier ça un peu pour les gens. Et donc, on a apporté le sujet de l'informatique quantique. Et là, je vous avoue que pendant ces 4 rencontres-là, j'avais l'impression que plus je m'y intéressais, plus j'essayais de comprendre des choses, puis moins on dirait que ça fonctionnait. Il y a des choses absolument fantastiques qui peuvent arriver avec l'informatique quantique, donc c'est de changer les ordinateurs. Je vais vulgariser ça de la façon la meilleure possible. C'est que l'ordinateur, dans le fond, va calculer un nombre immense, voire illimité, de probabilités de données qu'on va mettre pour pouvoir tester, exemple, la fiabilité d'un matériau. Donc, la force du vent, la résistance, etc. Et tout va être calculé par l'ordinateur à peu près en même temps. Et là, on va faire des tests puis on va se rendre compte, qu'est-ce que ça prend comme composante dans ton matériel pour s'assurer qu'il soit le plus résistant possible, le plus léger possible, etc. Donc, ça peut avoir des résultats absolument fantastiques. Dans un contexte comme des batteries, la recharge des batteries, je suis tombé sur un article d'une étude en Corée qui dit qu'une borne de recharge comme on a en ce moment, ce qui peut prendre 1 heure pourrait se faire en 3 minutes. C'est fantastique. Ou même dans les bornes ou en 3 ou 9 secondes. En tout cas, bref, dans des données absolument hallucinantes parce qu'au lieu de recharger un bloc par un capteur qui diffuse l'ensemble dans un ensemble de batteries, mais qui va peut-être les prendre une à la fois de recharger ces batteries-là, parce que souvent, des moteurs, c'est plusieurs batteries qui sont mis en lien. Bien là, il serait capable, par le quantique, de pouvoir recharger toutes les batteries tout en même temps et de faire descendre la recharge. Et là, oups, ça se fait quand même presque instantanément. Au lieu d'être, comme justement, passer un par un la recherche, on les fait tous simultanément ensemble. Et à la vitesse de ces ordinateurs-là, on est capable d'arriver. Donc, l'étude a servi à pouvoir se questionner, est-ce que le Canada priorise assez ça? C'est une bataille qui se fait partout dans le monde. C'est une bataille à la connaissance. Le premier ordinateur quantique qui va pouvoir être commercial. Et là, il y a des études qui se font à Sherbrooke, il y a des études qui se font un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde. C'est une course presque aussi importante que le premier qui marchait sur la Lune. Est-ce que le Canada donne ces conditions-là? Est-ce qu'on priorise la bonne chose? Est-ce qu'il faut prioriser un projet qui va être notre cheval gagnant ou on doit prioriser un écosystème complet de la recherche? Des gens tant dans le milieu de l'éducation que des entreprises privées pour qu'ils puissent prendre des risques. Il y aura peut-être des pertes, le taux de succès ne sera peut-être pas le bon, mais il faut être capable de donner des réponses à ça parce qu'on ne sait pas d'où va venir la formule gagnante qui va faire en sorte que le Canada va être capable de se démarquer. Toute la question du maintien des cerveaux, parce que la compétition est mondiale. Donc, d'être capable de donner des conditions de travail, tant en termes d'équipement, de laboratoire de recherche, mais de salaire aussi, qui va permettre de maintenir ces gens-là, particulièrement les Canadiens, mais d'attirer aussi des gens de partout dans le monde, dans nos centres de recherche ici. Donc, c'est vraiment une étude qui était assez fascinante, mais c'est une course mondiale. Et ce qui m'amène à me dire que ce qu'on voit présentement, on sait, c'est assez fascinant comment l'évolution de la technologie, mais que c'est rien par rapport à ce qui s'en vient prochainement. Donc, c'était assez excitant, mais c'était une des études qu'on a fait. Une autre qu'on a faite, les minéraux critiques stratégiques. Donc, moi, j'ai revendiqué vraiment directement qu'on puisse avoir de la transformation à proximité de la ressource et nommer ces enjeux-là, qu'on puisse avoir des centres d'excellence en recherche, parce qu'on sait qu'il y en a qui se fait avec la recherche, avec l'Université du Québec notamment, sur les minéraux critiques stratégiques. Tout le travail qui se fait par nos PME, par les mines ici. Donc, est-ce qu'on peut garder ces ressources-là? Ce qui est encourageant, puisque je voulais témoigner par ça, d'abord,
c'est reconnu. Il va y avoir une stratégie canadienne de ça, ce qui n'existait pas l'année passée quand j'ai nommé ces enjeux-là. Ça a fait partie des lettres de mandat du ministre, mais ça faisait partie aussi du dernier budget de la semaine dernière. Donc, on veut prendre cet enjeu-là comme un levier de développement stratégique, économique important, de garder notre ressource aussi davantage chez nous au Québec ou dans un marché nord-américain ou québécois ou canadien. Donc, transformation des usines de production de véhicules dans le sud de l'Ontario, mais aussi des usines qui sont plus dans le véhicule lourd qu'au Québec, les ambulances, notamment les autobus et tout, va être aussi les véhicules miniers, peut-être même prochainement, ça va être davantage au Québec que ça va se transformer. D'accord. Donc, toute la transformation, le processus pour créer les cellules qui vont être après ça transformées en batteries, que ça puisse se faire au Québec, au Canada. Et être amené aussi vers l'exportation. Parce qu'en ce moment, la Chine contrôle à peu près tout le marché et on n'a pas ce réseau-là, cette chaîne d'approvisionnement qui est établie, mais au moins maintenant, il y a une prise de conscience de l'importance que ça a et une volonté d'être plus autonome de ce côté-là. Puis c'est notre étude qui a pu quand même le démontrer. Puis on voit déjà dans le budget qu'il y a un changement, une prise de conscience. Donc ça, je trouve ça encourageant. C'est positif. Puis c'est des retombées qu'il peut y avoir ici en Abitibi-Témiscamingue. Très bien. Merci beaucoup Sébastien, c'était ma dernière question, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux dont tu aimerais discuter avant de partir? J'aime toujours finir une entrevue en disant aux gens qui nous écoutent, si vous avez des problématiques qui concernent le gouvernement fédéral, de ne pas hésiter à nous appeler au bureau, soit par le site internet lemire.info, donc facile à trouver, il y a des formulaires, vous nous dites c'est quoi. Puis c'est vrai pour les entreprises, les citoyens, les municipalités peut-être, qui nous présentent un peu c'est quoi le portrait de leurs besoins, puis on va les rappeler le plus rapidement possible. Donc, on parle, puis là, c'est une option, soit 15 minutes ouvrables, dans les heures ouvrables ou en une journée si les gens sont un peu moins pressés. Mais on veut donner ce service-là rapide ou par téléphone, le numéro de téléphone 1-800-564. Attends, je vais pas me tromper. 567, pardon. Je reprends. 1-800-567-6433. 1-800-567-6433. Donc, sans frais, s'ils veulent nous communiquer. Mais je vous avertis, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes. La pénurie de la main-d'œuvre dont on parlait tantôt frappe très fort à Ottawa au niveau des gens qui sont en service. Ouais. Donc, l'immigration, les délais sont très longs, surtout si vous n'êtes pas au niveau de l'Ukraine. Il y a des gens qui attendent au niveau de l'assurance-emploi depuis le mois de novembre qui sont sans revenus parce qu'il y a eu des contextes de fraude, des choses que j'ai parlé à la dernière rencontre qui ne sont pas encore terminées. C'est absolument chaotique. On est l'Agence du revenu, on est en production de rapports d'impôts ces temps-ci. Si les gens ont des questions, ne pas hésiter. On peut être des facilitateurs, surtout quand on donne des délais et que les délais ne sont pas respectés. On est capable d'agir de ce côté-là pour s'assurer que les réponses puissent être données le plus rapidement, le plus efficacement possible, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui attendent. Ça nous touche dans notre dignité plus directement. Donc, ne pas hésiter à nous contacter au bureau. Si on peut vous aider, ça va nous faire plaisir. Yves Dumulon est là pour répondre aux besoins des gens. Est-ce que d'ailleurs, vous recevez beaucoup de communications régulièrement, des gens qui ont plein de questions et d'attentes et qui sont là? C'est assez fascinant, effectivement, comme je vous dis, dans tous les domaines, là, les demandes de passeport aussi, on est averti, puis j'avertis les gens, si vous prévoyez faire un voyage cet été, vous êtes mieux de faire votre demande de passeport maintenant parce qu'il y a des délais supplémentaires. Ce qui pouvait se faire en une semaine ou deux va prendre un mois et demi, 2 mois en ce moment. À peu près tout, prenez ça pour acquis, à peu près tous les services fédéraux en ce moment sont beaucoup plus lents qu'ils étaient. Donc, il faut s'armer de patience, mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable et il va falloir que les choses bougent rapidement. C'est bon à savoir. Merci beaucoup, Sébastien, d'être venu. Merci, Charles.